Le papier cadeau était doré, épais, élégant, noué d'un ruban de velours. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, soigneusement pliée. 3 mois de loyer entièrement payés. Je l'ai tendu à ma sœur avec un sourire discret. Ce n'était pas ostentatoire. Ce n'était pas mon intention. Juste un petit geste de soulagement pour elle. Quelqu'un qui avait des difficultés, d'après toutes les conversations murmurées que ma mère m'avait confiées ces dernières semaines. Rachel a ouvert l'enveloppe lentement, lu la carte, regardé le chèque, puis m'a regardé assez fort pour que toute la famille l'entende, essaie de compenser le fait qu'elle n'est pas nécessaire à cette famille. La pièce devint silencieuse. Puis quelqu'un, je pense ma cousine, a éclaté de rire, et les autres l'ont rejointe, le genre de rire qui ne fait pas que piquer, il tranche. J'ai senti que ça me frappait comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. Je me suis avancée, j'ai arraché l'enveloppe des mains de Rachel, l'ai glissée dans la poche de mon manteau, et j'ai dit, utile à savoir. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité. 10 minutes plus tard, je marchais vers la porte quand j'ai entendu quelqu'un dire, « Attends, Émilie, sérieusement, ne sois pas comme ça. » Puis une autre voix. « Émilie, s'il te plaît, reviens. Parlons-en. » Au moment où j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi, toute la maison criait, « S'il vous plaît, écoutez-nous. » Mais je n'ai pas écouté parce que pour une fois j'écoutais moi-même. Je m'appelle Émilie Carter et d'où que vous regardiez cette vidéo, restez avec moi car la nuit où ils ont ri de ma gentillesse fut la même nuit où ils ont cessé de rire complètement. J'ai toujours été celle sur qui on pouvait compter. Pas la plus bruyante, pas la préférée, juste celle sur qui tout le monde pouvait compter. Quand Rachel a accidenté sa voiture à l'université, j'ai co-signé le prêt pour la nouvelle. Quand la petite entreprise de papa a traversé une période difficile, j'ai discrètement viré de l'argent de mes économies. Quand maman a eu besoin d'aide pour organiser les funérailles de grand-mère, j'ai pris un congé sans solde pour tout organiser. Personne ne m'a demandé si j'en avais les moyens. Personne n'a vérifié comment j'allais. Ils ont simplement supposé que je m'en chargerais parce que c'était ce que j'avais toujours fait. La fille invisible, la main stable. Je ne donnais pas pour être remarquée. Du moins, c'est ce que je me disais. Je donnais parce que ça ressemblait à de l'amour. Comme si, peut-être, juste peut-être, si je continuais à me présenter, il finirait par me voir comme plus qu'un plan de secours. Rachel, en revanche, était l'étincelle. Elle avait toujours une facilité à faire des scènes. Cours raté, c'était la faute du professeur. Amitié rompue, ils étaient jaloux. Chaque événement familial tournait autour d'elle. Ses drames au travail, son petit ami intermittent, sa crise sans fin. Maman appelait ça de la personnalité. J'appelais ça de la commodité car peu importe le désordre que Rachel créait, quelqu'un d'autre le nettoyait toujours. Généralement moi. Et pourtant, je pensais que cette année pourrait être différente. Elle avait été en retard pour le loyer 3 fois. Maman disait en retard pour les services publics. Elle essayait, mais le travail avait été lent. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai discrètement rendu les choses plus faciles. 3 mois de loyer payés. Sans fanfare. Juste un geste de soutien. Et elle l'a pris, l'a tenu devant tout le monde et s'est moquée de moi. Elle n'est pas nécessaire. Comme si la gentillesse était embarrassante. Comme si être fiable était pitoyable. Comme si la pire chose qu'une femme puisse être était utile. J'ai regardé tout le monde rire. Ma mère, mes cousines, même ma tante, celle qui a pleuré quand j'ai aidé à rembourser ses frais médicaux il y a 5 ans. À ce moment-là, je n'étais pas humiliée. J'avais fini. Parce que quand quelqu'un vous montre ce que votre présence signifie pour eux, croyez-les. Et quand ils rient de la version de vous qui a toujours porté leur fardeau, vous ne discutez pas. Vous le posez pour de bon. Après avoir quitté cette maison, je n'ai pas pleuré. Pas dans la voiture. Pas quand je suis rentrée chez moi. Pas même le lendemain matin quand j'ai ouvert mon email pour trouver un long message de ma mère intitulé « Ne réagissons pas de façon excessive ». J'ai lu chaque mot. Rachel était juste en train de plaisanter. Tu sais comme elle est sarcastique. Nous t'apprécions tous,
même si nous ne le disons pas toujours. Chaque ligne était un chef-d'œuvre de diversion. Elle n'a jamais reconnu ce qui s'était passé. Elle n'a jamais demandé comment je me sentais. C'était du contrôle des dégâts. Répété. Creux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à couper les ponts. D'abord, le paiement automatique de l'assurance automobile de Rachel. Elle n'avait même pas su que je m'en occupais. Maman m'avait discrètement demandé de l'aider à se remettre sur pied il y a des mois. Ensuite, le compte d'épargne que j'avais mis en place pour l'entreprise de papa, celui où j'étais la seule à contribuer, fermé. Puis les plans partagés Netflix et Spotify que je gérais. De petites choses mais symboliques. Disparu. Je n'étais pas en colère. Je ne cherchais pas à me venger. J'ai simplement réalisé que j'avais fini de faire du bénévolat pour une famille qui ne me considérait même pas comme une personne, juste une ressource. Au cours des jours suivants, le silence est devenu plus fort. Rachel n'a pas pris contact. Pas une seule fois. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de responsabilité. Cela ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point je me sentais libre. L'absence d'obligation, la façon dont mon calendrier semblait soudainement plus léger, mes soirées plus longues. Je cuisinais pour moi, je me promenais, je dormais mieux. J'attendais que la culpabilité s'installe, l'envie de arranger les choses. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai commencé à respirer. Vraiment respirer pour la première fois depuis des années. Puis, 5 jours après Noël, les messages ont commencé. Émilie, as-tu payé l'assurance de Rachel? Et, pourquoi la carte ne fonctionne-t-elle pas pour le compte de l'entreprise? As-tu annulé Netflix? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais pas mesquine. J'étais claire. Parce que les gens comme ça, ceux qui ne disent jamais merci, qui plaisantent sur votre générosité comme si c'était pathétique, ils ne comprennent pas les limites à moins que vous ne les dessiniez à l'encre indélébile. J'avais dessiné les miennes épaisses, nettes, infranchissables, et pour la première fois, ils commençaient à réaliser que je n'avais pas seulement repris un cadeau. J'avais repris moi-même. Vous savez ce qui se passe quand vous arrêtez de nourrir un système qui fonctionne grâce à votre silence? Il commence à mourir de faim. Au début, ils ne s'en rendent pas compte. C'est un paiement manqué ici. Un identifiant oublié là. De petites choses, des inconvénients, mais ensuite les lacunes s'élargissent. Et quand vous avez été la colle, le moteur silencieux en coulisses, votre absence commence à résonner. Je n'ai pas posté d'annonce dramatique. Pas de citation énigmatique sur Instagram sur les limites ou la guérison. Pas de long email disant « j'ai terminé ». Parce que je ne leur donnais rien d'autre sur quoi s'accrocher, même pas une fermeture. J'ai juste arrêté. J'ai quitté le fil de planification des vacances familiales, retiré ma carte du site de réservation de voyage, désabonné de la newsletter que Rachel gérait, celle que j'avais créée pour elle, conçue pour elle, payé des frais mensuels pour la maintenir en vie. Elle m'a envoyé 2 emails. Et, le paiement n'est pas passé. Peux-tu juste mettre à jour ta carte? Tu as toujours géré ça. Je n'ai pas répondu, et quand elle a essayé à nouveau, cette fois d'une adresse différente, je l'ai bloquée. Je n'étais pas cruelle. J'étais cohérente. La cohérence était quelque chose que j'avais toujours donné librement, même quand il ne le méritait pas. Je me présentais. Je me souvenais des anniversaires. J'envoyais des fleurs quand ils étaient tristes, de la nourriture quand ils étaient malades, et de l'argent quand ils étaient dans le pétrin. Cela n'avait jamais été réciproque. Pas une seule fois. Le Noël avant celui-ci, j'ai payé tout le dîner. Traiteur. Rachel était arrivée 3 heures en retard, avait pris un selfie devant le sapin que j'avais décoré, et était partie avant le dessert. Personne ne m'a remercié. Personne n'a même remarqué quand je suis restée après pour nettoyer seule. Cette fois, ils ont remarqué tout. J'ai entendu de ma cousine Mia que le compte d'affaires familial avait été bloqué. Je m'étais retirée en tant que copropriétaire. Apparemment, les documents juridiques que j'avais déposés des mois plus tôt venaient de prendre effet.
Je n'étais plus financièrement liée à aucun d'eux. Maman a essayé de m'appeler 2 fois en un jour. Je n'ai pas décroché. Puis elle a envoyé un message. Émilie, je ne comprends pas ce que tu fais. Nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose après un moment gênant? Un moment gênant. Ce n'était pas gênant. C'était une trahison avec un nœud papillon. Ils m'ont humiliée quand j'ai offert de l'aide. Pas parce qu'ils m'avaient mal comprise, mais parce que mon utilité menaçait leurs égos. Ils étaient contents que je donne tant que je restais discrète en le faisant. Maintenant, je sortais de l'ombre, et ils détestaient ça plus qu'ils n'avaient jamais apprécié l'aide. Alors j'ai laissé le silence grandir. Je les ai laissés se tortiller. J'ai laissé le poids qu'ils avaient l'habitude de me jeter retomber directement dans leurs mains. Et je n'ai pas dit un seul mot parce que certains messages n'ont pas besoin d'être envoyés. Ils se ressentent. La chose drôle avec les gens qui vous tiennent pour acquis, c'est qu'ils ne réalisent pas ce que vous faites tant que ce n'est pas arrêté. 10 minutes après avoir quitté cette réunion de Noël, j'imagine que ça sentait encore le jambon et la cannelle. Toujours festif. Toujours brillant sous le sapin que j'avais aidé à décorer. Mais l'ambiance, elle a changé. Ma cousine m'a appelé le lendemain pour prendre de mes nouvelles. C'est la seule qui a vu clair dans les bêtises de Rachel. Discrètement, jamais à voix haute. Elle a dit, Émilie, que s'est-il passé après ton départ? Je ne les ai jamais vus paniquer comme ça. Apparemment, quelqu'un a finalement ouvert le compte Venmo familial pour confirmer le dépôt de vacances, seulement pour trouver le solde à 0 parce que j'avais retiré ma part et qu'il les avait bloqués. Puis quelqu'un s'est rendu compte que le loyer de Rachel n'avait pas été payé et ne le serait pas. Puis Netflix s'est déconnecté. Puis Spotify. Puis le plan de livraison de courses partagées que maman utilisait à mes frais depuis 1 an a cessé de fonctionner en pleine commande. Au début, ils pensaient que c'était un problème technique. Puis la réalité s'est infiltrée comme un courant d'air froid. Ils avaient ri. Ils s'étaient moqués. Et puis ils ont regardé le fondement qu'ils n'avaient jamais remarqué se fissurer. Pièce par pièce sans personne pour arrêter la chute. Ils n'étaient pas tristes de mon départ. Ils étaient terrifiés que je le pensais sérieusement. Que je n'allais pas revenir comme je le faisais toujours. Que je n'allais pas accepter les fausses excuses, les demi-caresses, les excuses comme « tu sais comment est Rachel ». Ce n'était pas Émilie qui avait d'un moment. C'était Émilie qui disparaissait et emportait la structure avec elle. Pour le nouvel an, le chat de groupe familial était un champ de bataille. Je n'ai pas lu les messages directement, mais Mia m'a envoyé quelques captures d'écran. Rachel jouait la victime. J'ai dit une chose et elle a réagi de manière excessive. Ce n'est pas comme si j'avais brûlé sa maison. Maman la défendait comme toujours. C'était une blague. Nous ne voulions pas dire ça. Elle est dramatique. Papa n'a rien dit. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. C'était toujours son rôle. Le figurant passif. Bruyant pendant les matchs de football. Silencieux quand les choses comptaient vraiment. Puis le ton a changé. Émilie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Il faut qu'on parle. Et le mot dont ils se moquaient de moi est soudainement revenu sur eux. Parce que ce qu'ils disaient vraiment, c'était « Nous ne savons pas comment fonctionner sans toi. Nous ne savons pas comment nettoyer le désordre maintenant que tu as arrêté de tenir la serpillière. Nous ne savons pas comment être une famille sauf si tu la répares pour nous. » Et je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Au lieu de cela, j'ai acheté un nouveau planificateur, un sans anniversaire marqué, sans dîner de famille entouré, sans rappel pour envoyer des fleurs ou transférer de l'argent ou organiser des appels Zoom pour la soirée de jeu. Juste des jours vides attendant d'être remplis par des gens qui me voyaient comme plus qu'une commodité, enveloppée dans un silence poli. Des gens qui ne riraient pas quand je donnerais, qui n'utiliseraient pas la gratitude comme une arme, qui ne verraient pas les limites comme une trahison. Laissez-les crier. Laissez-les se débattre. Laissez-les réaliser que le cadeau qu'ils ont jeté parce qu'ils ont rendu une chose limpide. Je n'étais pas nécessaire. Et c'était la chose la plus libératrice que j'ai jamais apprise. Le premier message vocal est arrivé 2 semaines après Noël. C'était ma mère.
Sa voix était prudente. Le genre qu'elle utilisait quand elle avait peur de ne plus avoir le contrôle. Émilie, je veux juste parler. Tu nous manques. Ta sœur. Eh bien, elle regrette ce qu'elle a dit. Tu sais comment elle est. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'étais cruelle, mais parce que je ne la croyais pas. Le regret dans notre famille était juste un code pour dire quelque chose de gentil pour qu'elle revienne et règle ça. Quelques jours plus tard, Rachel a posté une story Instagram, juste une photo de son sapin de Noël toujours debout à la mi-janvier avec une légende: tous les cadeaux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certaines personnes sont juste trop sensibles. Subtile comme d'habitude, une pique en paillettes. Elle n'était pas désolée. Elle était embarrassée parce que son système de soutien, celui qu'elle n'avait jamais reconnu, avait débranché la prise. J'ai coupé son compte, bloqué le numéro de ma mère. Je me suis dit que c'était temporaire. Mais plus le silence s'étirait, plus je réalisais à quel point la vie pouvait être paisible quand je ne nettoyais pas constamment derrière des gens qui ne disaient jamais merci. Au lieu d'appels téléphoniques concernant le loyer en retard de quelqu'un ou des petites urgences, mes journées étaient remplies de calme. Je suis allée au travail, je suis rentrée chez moi, j'ai cuisiné pour moi, j'ai recommencé à lire, je me suis inscrite à un cours de céramique le week-end juste parce que j'aime l'idée de faire quelque chose de mes mains. Je ne me réveillais pas en redoutant les messages. Je ne planifiais pas mon calendrier en fonction du drame des autres. Je ne faisais pas de budget pour résoudre la crise de quelqu'un d'autre. C'était le genre de liberté que vous ne savez même pas que vous manquez jusqu'à ce que vous y goûtiez. Mia, ma cousine, la seule qui n'a pas sauté dans le wagon, m'a invitée à bruncher un dimanche. J'ai failli ne pas y aller, mais je suis contente de l'avoir fait. Elle ne m'a pas pressée. Elle n'a pas dit, tu devrais leur parler. Elle m'a juste demandé comment j'allais. Et quand j'ai dit, honnêtement, paisible. Elle a souri et a dit, ouais, ça se voit. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su que je ne reviendrai pas. Pas de manière dramatique en claquant la porte, juste tranquillement, comme quelqu'un qui entre dans une pièce où il appartient enfin et réalise qu'il n'a jamais eu besoin de permission pour être là. Vers cette époque, j'ai obtenu une promotion au travail. Une grosse promotion. On m'a offert un rôle de chef de projet sur un projet que j'espérais depuis un an. Le plus drôle, c'est que Rachel l'a appris avant que je ne le dise à personne. Elle m'a envoyé un email. Juste 2 lignes. Félicitations. Je suppose que tu te portes bien sans nous. Ce dernier mot, nous, m'a interpellée parce qu'elle voulait dire sans elle, sans maman, sans tout le réseau de personnes qui m'avaient maintenue petite tout en prétendant que c'était de l'amour. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que Rachel apprenait enfin ce que c'était que de ne pas être nécessaire. Et j'apprenais aussi quelque chose. L'amour qui vient avec des chaînes n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Le soutien qui ne se manifeste que lorsque vous êtes utile n'est pas du soutien. C'est une dépendance déguisée. J'avais passé la majeure partie de ma vie adulte à essayer de prouver que j'avais ma place à une table qui n'avait pas de siège pour moi. Maintenant, je construisais ma propre table. Et elle n'était pas faite de culpabilité. Elle était faite de paix. Ce Noël-là, je n'ai pas attendu d'invitation. Je n'ai pas vérifié le chat de groupe. Je n'ai pas regardé les vols de vacances. Je n'ai pas demandé quel thème ma mère avait choisi pour les décorations ou si Rachel posterait une autre série organisée de chaos parfaitement éclairé. J'ai juste planifié quelque chose pour moi. J'ai organisé la veille de Noël dans mon appartement. Pas le plus grand espace, mais il dégageait une chaleur comme une seconde peau. J'ai accroché des guirlandes lumineuses à ma fenêtre de cuisine, j'ai fait des brioches à la cannelle maison, et j'ai envoyé des invitations aux personnes qui s'étaient réellement présentées pour moi cette année-là. Les invités sont venus, Mia bien sûr, avec une bouteille de vin et un rire qui remplissait toute la pièce. Jules, une collègue devenue amie qui m'avait une fois apporté de la soupe quand j'étais malade. Naëléa, un couple que j'avais rencontré à mon cours de céramique qui ne m'avait jamais fait sentir comme un troisième personnage, juste un humain bienvenu. Il n'y avait pas d'appareil photo, pas de pique passivement agressive sur la purée de pommes de terre, pas de compétition pour savoir qui avait fait le meilleur cadeau.
Juste de la joie choisie, le genre que l'on peut sentir vibrer sous une table de dîner silencieuse. À un moment donné, Jules a levé son verre. À Émilie, a-t-elle dit, pour nous montrer à quoi ressemble vraiment la paix. Je ne savais pas comment répondre parce que pendant si longtemps, j'avais été celle qui organisait, réparait, donnait, pas celle qui était saluée. Je ne voulais pas pleurer, mais je l'ai fait. Juste un peu. Pas de tristesse. D'arriver. J'étais arrivée quelque part de réel. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la vaisselle soit faite, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture et une tasse de thé à la menthe poivrée. Dehors, la ville bougeait comme toujours. Des lumières clignotantes, des voitures qui passaient, des rires montant d'un bar voisin. Je ne manquais pas ma famille, même pas un peu. Et c'était une vérité que je ne pensais jamais pouvoir dire sans culpabilité. J'avais l'habitude de penser que la paix venait après le pardon, que je devais y retourner, m'expliquer, arranger les choses, les convaincre de voir ma valeur. Mais la paix n'avait rien à voir avec eux. Elle est venue au moment où j'ai arrêté d'attendre qu'ils changent. J'ai vérifié mon téléphone une fois avant de me coucher. Un appel manqué de ma mère. Pas de message vocal, juste l'horodatage. J'ai éteint mon téléphone. Pas une partie de moi ne voulait entendre sa voix. Plus maintenant, car le silence n'est pas toujours absence. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est de l'amour pour soi-même. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillée au soleil à travers mes stores et sans aucune attente me tirant du lit. J'ai préparé le petit déjeuner, lu un livre, écrit dans mon journal, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car le plus beau cadeau que je me suis fait ce Noël, c'était de l'espace. Et dans cet espace, j'ai trouvé tout ce que j'avais jamais voulu. Pas la perfection, pas les applaudissements, juste la paix. C'est étrange comme une phrase peut rester avec vous. Elle n'est pas nécessaire à cette famille. Rachel l'a dit comme une blague, comme si c'était drôle qu'elle essaie toujours de compter. Et peut-être que c'était pour eux. Peut-être que ma gentillesse, mon effort, ma loyauté n'étaient que du bruit de fond dans une maison qui n'entendait que ce qu'elle voulait. Mais cette phrase, elle ne m'a jamais quittée. Au début, ça piquait. Puis ça s'est accroché. Et finalement, ça a commencé à sonner comme de la liberté, pas comme un besoin. Pendant des années, j'ai confondu être nécessaire avec être aimé. Je pensais que si j'étais utile, si je m'occupais des détails, absorbais le blâme, lissais les fissures, alors peut-être que j'étais précieuse. C'est un mensonge dont on ne parle pas assez, qu'être dépendant est la même chose qu'être apprécié. Ça ne l'est pas. Être nécessaire signifiait que je ne pouvais jamais me reposer. Être nécessaire signifiait que je ne pouvais pas dire non sans être qualifié de difficile. Être nécessaire signifiait qu'à la seconde où je me retirais, tout le système tremblait, et il me blâmait pour l'effondrement. Alors quand j'ai quitté cette maison le jour de Noël, je n'ai pas seulement repris une enveloppe. J'ai repris mon identité. J'ai abandonné le rôle qu'il m'avait assigné. L'aide, la réparatrice, celle qui n'avait jamais besoin de rien, mais qui était toujours censée tout donner. Et je suis entrée dans quelque chose de beaucoup plus puissant, moi-même. Maintenant, je me réveille dans une maison où personne ne s'attend à ce que je les sauve. Je marche dans des pièces qui ne résonnent pas de culpabilité. Je ris souvent et fort avec des gens qui ne me réduiraient jamais à une punchline. Je donne toujours, mais d'un endroit plein, pas d'un endroit qui saigne. Et quand je choisis de donner maintenant, c'est un cadeau, pas une transaction dans un jeu auquel je n'ai jamais accepté de jouer. Je ne sais pas ce que ma famille dit de moi de nos jours. Peut-être que j'ai changé. Peut-être que je suis froide. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Mais je ne suis pas froide. Je suis claire. Et la clarté est la chose qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je trouve parce qu'ils comptaient sur ma confusion pour me garder sous contrôle. Ils avaient l'habitude de me jeter la famille comme une chaîne. Mais la famille, quand elle est construite sur la honte et le contrôle, n'est pas sacrée. C'est un piège. J'ai arrêté de l'appeler famille le jour où ils ont ri quand j'ai essayé d'aider. Et je n'ai plus jamais appelé. Je ne suis pas amère. Vraiment.
En fait, je leur souhaite le meilleur. J'espère qu'ils trouveront comment maintenir leur vie à flot sans que quelqu'un ne les sauve en coulisses. J'espère que Rachel découvrira comment vivre sans jouer la supériorité. J'espère que ma mère découvrira ce que c'est que de gagner le pardon, pas de l'exiger. Mais tout cela n'est plus ma responsabilité parce qu'ils avaient raison. Je ne suis pas nécessaire. Et je ne veux pas l'être parce que j'ai enfin appris. Être nécessaire, c'est le prix que vous payez quand les gens ne savent pas vous aimer inconditionnellement. Et être libre, c'est ce qui se passe quand vous arrêtez d'acheter votre place à une table qui a toujours été trop petite. La dernière chose que j'ai faite cette année a été d'encadrer quelque chose que j'avais écrit dans mon journal. Juste 4 lignes. Ça pend au-dessus de mon bureau maintenant. Ils ont ri quand j'ai donné. J'ai souri quand je suis partie. Je n'ai rien dit d'autre. Et ils ont tout entendu.